Demain s'ouvre à Ouagadougou le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. 6 chefs d'État sont déjà présents à Ouagadougou. Nos équipes ont suivi depuis midi le balai des avions présidentiels qui amène les présidents à Ouagadougou. Un rapport sur la qualité des cadres de concertation présenté ce matin à Kombisiri. L'étude commanditée par le ministère en charge des réformes politiques révèle des faiblesses du dialogue direct, trop souvent encadré. Cette étude donne des éclairages sur les moyens de renforcer le dialogue direct au Burkina. Et puis le Conseil des ministres s'est tenu ce matin, l'énergie et les mines, l'état de la gouvernance, le programme national biodigesteur, la délimitation de la zone d'activité commerciale et administrative ont fait l'objet de délibérations. Les ministres en charge des différents dossiers s'expriment dans le cadre de ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du 20h. Demain, l'OADA célèbre à Ouagadougou ses 20 ans d'existence. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont déjà attendus pour l'événement. Depuis ce midi, on assiste à un balai d'avions qui se déroule au niveau de l'aéroport de Ouagadougou, qui amène des chefs d'État. Nyarkiteda, Jean Zongo et Paul Cabré ont assisté à l'arrivée des chefs d'État de la Centrafrique, du Niger et de la République du Congo. Au reportage. À l'aéroport international de Ouagadougou, cet après-midi, c'est un balai présidentiel avec l'arrivée de plusieurs chefs d'État. Pour annoncer les couleurs, c'est le président centrafricain qui foule d'abord le sol burkinabé. Après le cérémonial d'accueil suivi d'un tête-à-tête avec le chef du gouvernement du Burkina Faso, Michel Djotodia s'est réjoui de revenir au pays des hommes intègres à moins d'1 an et demi pour un premier exercice avec ses pairs. Ce serait pour la première fois que je prendrai part à une telle assise. Ce serait pour moi une curiosité et ce serait l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de rencontrer certaines mères homologues que je n'ai pas pu, n'est-ce pas, pour des raisons différentes, je n'ai pas pu rencontrer. Et naturellement, on doit se rencontrer pour parler de la situation des affaires chez nous en Afrique. Renforcer davantage les acquis de l'OADA à la conférence de Ouagadougou, c'est l'une des principales attentes du président nigérien, accueilli cet après-midi lui aussi par le chef du gouvernement burkinabé. L'amélioration de l'intégration africaine et la bonne santé du droit des affaires avec un boom économique des États membres résulte de l'OADA, selon Mahamadou Issoufou. Nos pays sont en plein boom économique, avec des taux de croissance presque à 2 chiffres. Et pour que cette croissance puisse se conforter, il faut davantage mettre l'accent sur le droit des affaires, harmoniser davantage le droit des affaires au niveau de l'espace que constitue nos pays. Et j'espère que la réunion de Ouagadougou demain y contribuera. Les regards des Congolais sont également tournés vers Ouagadougou, où leur président a été accueilli par le premier ministre burkinabé Béon Luc Adol Tiao. Pour Denis Sassou Nguesso, l'OADA a été un instrument précieux dans l'intégration, l'amélioration du droit des affaires et de la justice. Un signal fort et qui devrait guider les échanges de Ouagadougou. Nous pensons que nous devons saluer le travail qui a été fait au cours de ces 20 dernières années et surtout renforcer l'OADA, lui assurer une plus fort ancrage et permettre ainsi le développement des affaires, l'amélioration du climat des affaires dans tous les pays. L'OADA, 20 ans déjà, bilan et perspective, la réflexion est lancée. Les chefs d'État sont présents à Ouagadougou pour dialoguer, échanger et trouver des pistes pour consolider l'organisation qui fait l'affaire de 17 pays. Le président togolais sera également au présidium de l'ouverture solennelle du sommet des chefs d'État de l'OADA, de même que le président béninois qui sont tous arrivés ce soir à Ouagadougou. Vous aurez les images au cours de ce journal. Le premier à fouler le sol burkinabé, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. C'était aux environs de midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue, le président Blaise Compaoré. Au micro de Godefroy Bazier, le président Ouattara a souligné l'importance de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Nous l'écoutons.
C'est d'abord un plaisir et un honneur renouvelé d'être à Ouagadougou et d'être auprès de mon ami et frère, le président Compaoré. Et nous sommes là effectivement pour le 20e anniversaire de l'OHADA. Vous savez, c'est une institution importante pour le droit des affaires. Et il y a des progrès considérables en Afrique et nous en sommes très heureux. C'est en fait donc une célébration et voir si nous devons renforcer notre engagement dans ce domaine. Je viens aussi voir le président pour discuter des questions bilatérales concernant nos pays et notamment le chemin de fer qui a besoin d'être réhabilité et d'être prorogé jusqu'à Tambao et Dela. Donc c'est un séjour, c'est vrai pour l'OHADA, mais également pour les questions bilatérales, les questions économiques et politiques. Les présidents ivoiriens, nigériens et burkinabés sont actuellement en concertation du côté de Kossiam. Ils sont entourés de leur ministre des Infrastructures et des Transports. Selon nos sources d'information, les 3 chefs d'État planchent sur le projet de réhabilitation du chemin de fer Ouagadougou-Abidjan et de l'extension du réseau jusqu'au Niger. Nous reviendrons avec plus d'informations sur ce mini-sommet Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, en marge du sommet de l'OHADA qui s'ouvre donc demain. Les dossiers qui seront soumis aux chefs d'État et de gouvernement sont prêts. Ils ont été préparés par les experts et validés hier par les ministres qui se sont retrouvés dans le cadre de la 34e session du Conseil des ministres de l'organisation. Devant cette instance, le Premier ministre Luc Adolphe Diao a décliné les défis à relever qui portent essentiellement sur l'utilisation et la maîtrise des technologies de l'information et de la communication pour un développement économique des 17 États membres de l'OHADA. Le reportage de Peggy Ouedraogo. Les 17 États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires sont effectivement représentés à cette présente session. 34e du genre, elle réunit les ministres en charge du droit et des finances des pays membres de l'OHADA. Cette session est essentiellement consacrée à la préparation du sommet des chefs d'État. Il est de coutume que lorsque les chefs d'État se réunissent comme ça au sommet, que les ministres préparent l'ensemble des dossiers qui vont être portés sur leur bureau et afin d'exposer, n'est-ce pas, ces dossiers pour permettre aux chefs d'État de délibérer rapidement et de prendre des décisions qui s'imposent en la matière. Les attentes, elles, sont nombreuses, d'autant plus que la 34e session du Conseil des ministres de l'OHADA se tient parallèlement à la commémoration du 20e anniversaire de l'organisation. Parler aujourd'hui du développement et des priorités de l'OHADA, c'est de voir ce qui nous reste à faire, les points sur lesquels nous devons évoluer. Et je pense particulièrement, mesdames et messieurs les ministres, à l'informatisation des fichiers nationaux et du fichier régional, du registre de commerce et des crédits mobiliers des États parties. Ceci pour permettre d'assurer avec les moyens techniques de notre temps du nombre et de la situation financière réelle des acteurs économiques opérant dans l'espace OHADA. C'est le 17 octobre 1993 que se créait à Port-Louis, en Maurice, le traité de l'OHADA. Dans quelques jours donc, s'ouvrira à Ouagadougou la conférence des chefs d'État qui va du reste marquer la célébration effective du 20e anniversaire de l'organisation panafricaine. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouaga 2000 le jeudi 17 octobre 2013 à partir de 8h00, heure limite d'arrivée 9h30. Le calendrier du sommet de l'OHADA oblige. Le Conseil des ministres s'est tenu plus tôt que d'habitude.
Le gouvernement s'est retrouvé dès 8 h à Kossiam autour du président comparé pour délibérer sur les dossiers inscrits à son ordre du jour. Et parmi les dossiers sur lesquels il a délibéré figuraient l'énergie et les mines, le programme national biodigesteur et l'état de la gouvernance en 2012 au Burkina Faso. Les ministres concernés en parlent dans cette revue de Jacques Lamissa Tarpaga. Le Conseil des ministres s'est penché sur le secteur de l'énergie et des mines. Un projet de politique sectorielle a été examiné ce mercredi. Le premier document est relatif à la politique sectorielle des mines qui va couvrir la période 2014-2025 et qui va donc mettre l'accent sur un développement harmonieux du secteur des mines pour ce qui est de toutes les substances dont regorge le sous-sol burkinabé. Nous allons essayer de faire de telle sorte qu'au niveau donc des unités qui vont s'installer, il y ait un respect de l'ensemble des cahiers des charges. Et aussi, surtout, nous avons insisté sur le renforcement des capacités et sur la protection de l'environnement, sur aussi l'emploi des enfants au niveau donc des sites d'orpaillage. Et le Conseil a donné des instructions pour un encadrement de l'exploitation artisanale de l'or. Le deuxième document que nous avons adopté, c'est la politique sectorielle au niveau donc de l'énergie. Le secteur était régi par la lettre de politique qui avait été adoptée en décembre 2000. Aujourd'hui, le gouvernement a adopté donc cette politique qui va permettre donc un développement de toutes les sources de production en termes thermiques, en termes d'hydroélectricité, en termes d'énergie renouvelable, notamment le solaire, et surtout aussi en termes d'importation de l'énergie, pour accroître la capacité du Burkina Faso en termes d'offres d'énergie. Le deuxième volet concerne donc l'accessibilité des populations à l'énergie. Et le Burkina s'engage donc à couvrir beaucoup de localités d'ici 2025, parce que la période sous couverte par cette politique-là part de 2014 à 2025. Et puis le programme biodigesteur a besoin d'une redynamisation. Le ministre Tenga Jérémy Ouedraogo a fait le point au Conseil des ministres et sollicite du même coup du soutien pour la relance du programme. Sur une prévision de 6 000, nous sommes aujourd'hui à environ 4 000 biodigesteurs réalisés. Pour nous, c'est en deçà de nos attentes. C'est pour cela que nous avons tenu à faire ressortir les principales contraintes. Parce que quand il s'agit, j'allais dire, des avantages, ils sont indéniables et reconnus par tous. Nous avons eu des témoignages du monde de l'éducation, les enfants qui arrivent à étudier la nuit parce que le biodigesteur produit de l'électricité. Nous avons eu des témoignages des femmes, la pénibilité du travail, la disponibilité pour leur famille. Ça, ce sont des atouts indéniables. En agriculture, un biodigesteur, comme nous l'avons souligné également, ça correspond à peu près à 66 tonnes d'effluents organiques pour le champ par an. Sur le plan de l'énergie, je peux dire que ça correspond à près de 26 bouteilles de gaz de 12 kilos par an produits. Sur ce plan des avantages, personne ne le discute. Il y a des difficultés simplement dans le coût. Et c'est pour cela que nous avons tenu à faire des propositions au gouvernement. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a pris l'engagement, en tout cas, de nous accompagner à trouver des modes de financement de ce programme-là. L'état de la bonne gouvernance en 2012 a également intéressé le gouvernement. Le rapport qui en résulte a été présenté par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Ce rapport est un rapport de mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance adoptée par le gouvernement en 2005 pour la période 2005-2015. Ce rapport prévoit donc les actions qui ont été menées au courant de 2015 pour faire avancer la gouvernance dans notre pays. Il s'articule autour des 4 grands domaines de la gouvernance, à savoir la gouvernance politique, la gouvernance administrative, la gouvernance économique et la gouvernance locale. Sur chacun de ces domaines de la gouvernance, le rapport note qu'il y a eu des avancées au niveau de la gouvernance, mais également des insuffisances et des défis à relever pour que la bonne gouvernance s'installe définitivement dans notre pays. Et il formule naturellement en conséquence des recommandations en vue de consolider la gouvernance dans notre pays pour les années à venir.
Le ministre Vincent Zakané a aussi fait cas du recensement biométrique des agents de la fonction publique et des autres agents émergents au budget de l'État. Il en reste encore de nombreux agents non recensés selon le rapport, mais surtout un grand nombre d'agents sont dans l'irrégularité et des mesures seront prises. Le Conseil a adopté également un décret relatif à la délimitation de la zone d'activité commerciale ZACA. Ce décret redéfinit les limites de la zone d'activité commerciale. Autre sujet abordé par le ministre, la tenue du 22e séminaire de formation au profit des médias qui se tiendra en novembre prochain. Ce dossier a fait l'objet d'une communication orale du ministre Alain-Edouard Traoré. Nous l'écoutons. Une nouvelle donne dans le projet ZACA, la zone d'activité commerciale et administrative. Le Conseil des ministres a examiné un projet de décret visant à délimiter la zone d'extension du projet. La zone dont il est question, c'est la zone qui est limitée donc, au nord par l'avenue qui va de l'avenue Kwame Nkrumah jusqu'à la Koulba, au sud par la partie donc l'avenue de l'aéroport, et puis à l'est par une rue parallèle à l'avenue Kwame Nkrumah. Et elle concerne donc la bande comprise par la cité en 4A, la cité Sona, et puis naturellement la zone de l'aéroport. Il suffit donc de... les difficultés qui se sont présentées au niveau du projet ZACA faisaient en sorte que soit les occupants de cette zone se conformaient donc au premier cahier de charge, ce qui devrait amener le projet ZACA de procéder soit à une expropriation des gens, évaluée à l'époque à des montants assez élevés, et ou aller donc sur la mesure en les déclassant, en les sortant donc de la zone ZACA pour leur faire appliquer donc le cahier de charge qui porte sur la zone limitrophe de la zone ZACA. Donc, dans cette démarche, au lieu de les imposer donc de construire des immeubles qui vont de R+2 à R+7, on leur permet donc de se conformer à ceux-là qui sont dans la zone limitrophe. Et si vous regardez par exemple dans la partie est, à savoir la zone de Koulba, les gens sont en train de se mettre à niveau. Donc cette partie, donc, les gens vont rester en l'état, mais ils vont se conformer donc à un deuxième cahier de charge applicable donc aux zones limitrophes. Un autre dossier à ce Conseil des ministres a concerné l'action sociale. Il s'agit de formaliser la présence des services sociaux dans des lieux comme les établissements d'enseignement. La mise en place des services sociaux spécialisés au niveau par exemple des institutions telles que les services de santé, des hôpitaux, au niveau des écoles, des ambassades. C'est un dossier qui a pris du temps parce que depuis un certain temps on en a discuté. Et aujourd'hui, le Conseil l'a adopté parce qu'il y a un besoin réel. Vous et moi, quand vous étiez par exemple soit au lycée ou ailleurs, vous avez eu quelque part un service social qui s'occupait de vous. Quand vous alliez en France, par exemple, il y a un service social, mais tous ces services sociaux n'avaient aucune base légale. Il fallait donc légaliser cette situation afin de mettre fin au vide juridique. Le Burkina Faso s'apprête à abriter un événement majeur dans le domaine des médias. L'annonce a été faite en Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Il s'agit de la semaine de formation CEFOR, 22e édition. Le CEFOR, le séminaire de formation et en direction des radios et télévisions de l'espace francophone, est le plus grand événement et en direction des médias dans l'espace francophone. Et il faut dire que cette édition était prévue pour se tenir à Djibouti. L'année dernière, c'était au Niger. Et en général, les éditions du CEFOR sont toujours placées sous la très haute présidence et du chef de l'État. Et naturellement, lorsque Djibouti a désisté, le CIRTEF et l'OIF ont pensé aux partenaires qui pouvaient prendre le relais. Et je pense qu'ils ont pensé naturellement au Burkina, qui a une certaine capacité en matière d'organisation d'événements et un certain savoir-faire. Et le CEFOR va se dérouler du 25 au 30 novembre à venir. Et nous sommes déjà dans l'organisation et nous envisageons mobiliser l'ensemble des acteurs, d'autant que nous allons recevoir près de 200 participants
venus de tous les pays de l'espace francophone. Cette rencontre de formation se déroule dans la même période que les universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO, un autre grand rendez-vous des professionnels des médias au Burkina Faso. Merci à Jacques Lamissa Tarpaga pour cette large revue des délibérations du Conseil des ministres. Le compte-rendu intégral vous sera livré après ce journal. Le Conseil a adopté également un projet de loi relatif à la modification des articles 78, 80, 112 et 153 de la Constitution pour permettre au Parlement de légiférer dans la légalité. La Constitution qui fait l'objet d'attention de la part de l'ambassadeur de France au Burkina. L'ambassadeur a rendu visite au président du Conseil constitutionnel. L'ambassadeur de la République française veut faciliter une étroite coopération entre le Conseil constitutionnel français et celui du Burkina. Suivez les propos du diplomate français à l'issue de l'audience. Il est interrogé par notre reporter. C'était très important pour moi, 6 semaines après ma prise de fonction, de venir saluer le président du Conseil constitutionnel et ses membres. C'était l'occasion également de les interroger sur la Constitution. Le président m'a remis un exemplaire de celle-ci et puis de faire le point des relations dans le domaine constitutionnel qui unissent la France et le Burkina Faso. J'ai expérimenté dans mes fonctions d'ambassadeur quelque chose de nouveau. C'était les rapports que je pouvais avoir avec le Conseil constitutionnel français. Eh bien, je vais me retourner vers celui-ci pour voir quelle forme de coopération nous allons pouvoir établir. Mais bon, en réalité, les liens qui unissent ces deux institutions sont très forts, puisque dans la Constitution du Conseil constitutionnel, on retrouve fortement l'empreinte du Conseil constitutionnel français. Des dialogues factices et très souvent encadrés, des concertations sans base légale et à caractère ponctuel, et puis une absence d'objectivité dans le choix des participants sont autant de faiblesses qui caractérisent la plupart des cadres de concertation au Burkina Faso. C'est ce que révèle une étude commanditée par le ministère en charge des réformes politiques. L'étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des propositions consensuelles du CCRP et des assises nationales sur les réformes politiques, dont l'un des axes est de permettre la création et le renforcement des cadres de dialogue direct au Burkina Faso. Reportage Oswald Gaëtan Segda et Jacques Lamissa Tarpaga. À l'heure de la restitution, l'étude d'inventaire et d'évaluation des cadres de concertation au Burkina Faso est formelle. Les dialogues sont bien souvent téléguidés, escamotés, superficiels et les concertations curatives orientées dans l'intérêt du pouvoir en place. L'étude note également l'absence de cadre de concertation politique entre le gouvernement et l'opposition et la non-fonctionnalité de la plupart des cadres existants. Les cadres de concertation, de façon générale, la plupart n'ont pas de suivi. C'est-à-dire, on a créé un cadre de concertation, il a mené des activités. On ne fait pas le point. D'une activité à une autre, on retrouve les mêmes choses que l'on demande, les mêmes choses qui reviennent comme si on faisait du surplace. Il faut éviter de faire des cadres de concertation, des forums de Djandjoba, quoi. C'est-à-dire, les gens se retrouvent, c'est la fête. Non, non. On pense qu'il faut aller plus loin. Et nous nous retrouvons donc ce matin pour nous approprier donc, le document provisoire déposé par le consultant, y faire des amendements, des suggestions, et puis aller dans le sens donc souhaité par le CCRP et les assises nationales de 2011. Pour y arriver, l'étude recommande le renforcement des cadres existants et la création de nouveaux cadres, comme un conseil national de sages et un cadre permanent de dialogue et de concertation politique. Après le succès de Africalia 2012, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina va rebeloter avec l'édition 2014 du forum. La date est déjà connue, du 27 au 28 février. 400 entreprises d'une vingtaine de pays sont attendues au Burkina. De nombreuses innovations sont introduites pour améliorer le cadre du forum qui offre aux entreprises des opportunités d'investissement. Le reportage est signé de Drissa Serré.
La deuxième édition du Forum Africalia tenue les 23 et 24 février 2012 a réussi le pari de regrouper 515 participants, dont 415 entreprises issues d'une vingtaine de pays, avec plus de 4300 rendez-vous d'affaires organisés. Fort de ce succès, la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires lancent la troisième édition du Forum Africalia, prévue les 27 et 28 février 2014 à Ouagadougou. Le message que nous pouvons adresser est de dire que le succès du dernier forum, qui a été un succès éclatant, est le meilleur argument pour que les entreprises comprennent que Africalia est un événement exceptionnel et un événement, je pense, extrêmement utile pour l'entreprise. Donc, le message que j'ai à leur adresser, c'est de dire, si des entreprises venues du reste du monde sont venues aussi nombreux au dernier forum d'Africalia, je pense que nos entreprises nationales ont intérêt à ne pas louper le coche et à être au rendez-vous d'Africalia 2014. Cette année, l'objectif était de délocaliser Africalia à Abidjan, mais les trains d'ordre organisationnels avec la nomination du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au poste de ministre du Commerce n'ont pas permis de mettre en œuvre ce projet. Un fait qui n'entame pas l'engagement des initiateurs déterminés à réussir l'édition 2014. Au programme, plusieurs innovations dont des conférences thématiques, des sorties terrain, la création d'un village expert à l'intention de plus de 400 PME attendues. Africalia, le forum de développement des entreprises de l'espace UEMOA, offre aux entreprises de la sous-région l'opportunité de rencontrer et de nouer des relations d'affaires avec des entreprises du reste du monde. Les personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont tenu à Bobo-Dioulasso leur 10e conférence annuelle. Sur la table des discussions, il y avait la gestion rationnelle des ressources humaines dans un contexte de transfert du préscolaire et du primaire au ministère de l'Éducation nationale. Sanouan Christine Koulibaly. Après 5 jours de travaux, voici venu le moment pour les participants à cette 10e conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de rejoindre leurs structures respectives. Et ils y retournent avec le sentiment d'avoir appris, mais surtout d'avoir levé un coin de voile sur la problématique de la gestion des ressources humaines, l'un des défis liés à la réforme du système éducatif burkinabé. Tout part de l'homme et tout vient à l'homme. Et donc, le travail lui-même n'a de bons résultats que si l'homme lui-même en a pris conscience et s'il est formé et s'il est également motivé pour la gestion donc, du poste qu'il occupe. Mais la deuxième observation, c'est aussi le placement des hommes. Il faut placer chaque homme à la place qu'il faut et au moment il faut. Et cette conférence qui se veut un cadre de formation continue a également permis de faire des recommandations, au nombre desquelles la tenue de ce rendez-vous annuel avant le 30 septembre pour permettre de réinvestir les acquis et l'organisation de sessions de formation au profit du personnel enseignant nouvellement nommé dans les administrations. Nous souhaiterions qu'en tout cas il y ait une formation pour ces gens-là. Bien vrai que le cadre, la conférence est un cadre de formation, mais c'est insuffisant. Nous souhaiterions que ceux qui viennent d'être nommés aient vraiment une formation adéquate. Des préoccupations qui, au dire du ministre, connaîtront une attention particulière dans une approche stratégique pour la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du poste primaire au MENA. Quant aux participants, ils ont pris la ferme résolution de mettre en pratique les acquis de cette conférence dans leurs services respectifs. Un centre de promotion féminine pour les femmes de Bobo-Dioulasso, c'est un don du ministère de la promotion de la femme et du genre. Cette réalisation se veut être un cadre de rencontre et de partage d'expériences entre femmes. La ministre Nestorine Sangari a interpellé les bénéficiaires à bien prendre en charge la gestion de cette maison de la femme. Sanouan Christine Koulibaly.
Offrir aux femmes des cadres de rencontre et des espaces permanents pour la formation, telle est la philosophie qui sous-tend la construction des centres de promotion féminine CPF. Et celui-là qui vient d'ouvrir ses portes à l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso vient allonger la liste des réalisations du genre à travers le pays au grand bonheur des femmes dont la mobilisation de celle de Bobo-Dioulasso traduit leur choix. Le centre vraiment est la bienvenue parce que il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas de lieu pour se faire des réunions. Il y a des femmes qui veulent faire l'alphabétisation, elles font dans les maisons de leur président. Donc tout le monde peut venir faire l'alphabétisation ici. Cette choix ne doit pas faire perdre de vue les obligations et les responsabilités dans la gestion du centre. Et Nestorine Sangaré a souhaité qu'il soit un cadre d'émergence, de projets novateurs et porteurs d'apprentissage et de perfectionnement dans divers métiers, mais surtout de cohésion. On a vu dans certaines régions que la construction des centres a donné lieu à des divisions, certaines excluant d'autres femmes comme ne faisant pas partie de leur groupe. Non, c'est pour toutes les femmes de la commune et nous voulons vraiment que cela soit une source de cohésion et qu'il n'y ait pas de querelles autour de la gestion de ces centres-là. Autant d'attentes qui nécessitent la réorganisation de la gestion des CPF à travers le pays. Nous avons constaté malheureusement qu'au niveau de la gestion, les comités de gestion qui ont été mis en place ne fonctionnent pas bien. Donc le gouvernement est en train d'étudier l'adoption d'une nouvelle stratégie de gestion qui va consister à louer ces centres-là aux associations les plus dynamiques qui ont de quoi payer pour que quand les centres sont dégradés, que ça ne soit pas toujours le ministère des Finances ou l'État qui doit venir réparer et que les femmes puissent donc en tout cas participer aussi au coût d'entretien de ces maisons. Une nouvelle stratégie qui devrait permettre de pérenniser les acquis du projet et de contribuer à la création d'emplois pour les femmes et partant au développement du Burkina Faso. La Tabaski a été belle hier à Tansalga dans la province du Louroum. La prière s'est déroulée dans la cour de la mosquée en présence de partenaires de l'association Time to Help, une association turque. Christophe Ouedraogo Ilboudo a assisté à la prière dirigée par le cheikh Abdulaziz Ouedraogo. Reportage. Ils sont nombreux les fidèles musulmans qui ont fait le déplacement de Tansalga pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Le grand imam Cheikh Abdulaziz Ouedraogo a rappelé aux fidèles l'importance de la Tabaski. La Tabaski exige de faire le bien et de ne jamais s'arrêter de le faire. Il y a des actes de bienfaisance qu'il ne faut pas abandonner. Cependant, il y a des actes qu'il faut proscrire. La division, l'exclusion sociale et la haine. Nous ne devons pas transmettre cela à nos enfants. Fête de charité, la Tabaski consiste pour les musulmans à partager le repas avec les autres. Et chacun de nous va sacrifier à ce rituel en immolant son mouton que par la grâce de Dieu il a eu. Et après cela, c'est partager en tout cas ce mouton-là avec les voisins et les repas aussi avec les voisins. L'association turque Time to Help, à travers une délégation, a offert 150 bœufs pour une valeur estimée à près de 20 millions de francs CFA. Ce geste va agrémenter la fête des musulmans de Tansalga et surtout ceux qui n'ont pas la capacité de s'offrir un mouton pour le sacrifice. À Rio, les Turcs étaient également présents aux côtés des fidèles musulmans en cette fête de l'Aïd el-Kébir. Les amis sont venus avec un don de 50 bœufs. La députée de la province, Rosalie Bassolé, a pour sa part partagé un repas avec la communauté. Reportage Nyarkiteda. Jour de Tabaski à la place de la nation de Rio. Les fidèles musulmans convergent pour accomplir un acte de grande piété. Prières et sermons ont marqué le rassemblement. Puis le cheikh procède au sacrifice du mouton. Une délégation turque, accompagnée de la députée de la province et des autorités locales, sont témoins de l'événement. Juste après la prière, direction la grande mosquée, où les amis de Turquie ont offert 50 bœufs à la commune de Rio sur plus de 1000 têtes pour tout le Burkina. La députée, comme à son habitude, donne un repas à partager. Nous venons rendre grâce à Dieu, avec nos frères musulmans. Au moment où mon mari effectue son hajj à la Mecque, donc c'était un très grand plaisir pour moi de venir ici
fêter, communier, rendre grâce à Dieu et invoquer toujours Dieu, surtout le Burkina Faso. Nous, on aime bien partager. Déjà, les Turcs, ils aiment bien manger avec des autres personnes. Ben, on est venu que pour ça, pour aider les gens. Et puis, on est là pour ça. Ces gestes de charité, la communauté n'attendait pas mieux pour agrémenter la fête. Ces jours bénis, vraiment, nous sommes très très heureux. Nous sommes très très contents. Parce que surtout, vraiment, tous nos amis qui sont venus de Ouagadougou, avec des amis de Turquie, avec Madame la députée, vraiment, nous avons beaucoup honoré vraiment ces jours-là. Vraiment, nous sommes vraiment contents, c'est pas ce qu'ils vont nous dire. La remise symbolique des dons effectués place maintenant la distribution sans distinction de religion, car l'Aïd el-Kébir, c'est aussi cet esprit de partage. Jean-Baptiste Natama interpelle la conscience des jeunes à travers un ouvrage qu'il vient de publier, Manifeste pour une jeunesse responsable. C'est le titre de l'ouvrage qui a été présenté par le docteur Abdoulaye Barou sous la présidence de Maître Titenga Frédéric Passeri, le compte-rendu de Jonas Ouemba et de Nyarkiteda. Rendre l'homme plus responsable pour une véritable transformation de la communauté à laquelle il appartient, c'est tout le sens de la nouvelle parution de Jean-Baptiste Natama, le manifeste pour une jeunesse responsable. Troisième essai du genre de l'auteur, le présent ouvrage est un guide de conduite morale et sociale. Avec 79 pages, le livre de chevet se veut être une boussole pour les jeunes africains en quête de repères moraux. L'auteur aborde dans le manifeste des thèmes comme le sens de la solidarité, le service de la patrie, le sens de l'effort et de la vertu. C'est un appel spirituel à la jeunesse. Il faut enseigner les vertus aux jeunes. Donc, de nos jours, nous devons retrouver justement le chemin et la vocation justement de cet enseignement-là. Et je pense que c'est le propos de Jean-Baptiste Natama, c'est d'inscrire la morale comme un horizon pour les sociétés africaines qui sont en voie de désintégration morale totale. Or, le nihilisme commence dans une société lorsque les standards moraux essentiels s'effondrent. Notre monde a besoin de spiritualité en vue de sa rédemption, selon le présentateur de l'œuvre. Il faut donc fuir les vices et pratiquer les vertus. Et pour y parvenir, rien de tel que ce livre de chevet pour aider la jeunesse à aborder la vie avec plus d'assurance. Jean-Baptiste Natama est juriste, écrivain et poète. Il est actuellement le directeur de cabinet de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Manifeste pour une jeunesse responsable est disponible dans les librairies. Je le disais tantôt en début de journal, le président togolais sera aux côtés de ses pairs au présidium de l'ouverture solennelle du sommet des chefs d'État de Luanda, de même que le président béninois qui sont tous arrivés ce soir même à Ouagadougou. Adama Koulibaly a suivi le cérémonial d'accueil à l'aéroport de Ouagadougou. Au reportage. Il est 17h lorsque l'avion du président béninois foule le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Après les honneurs militaires, c'est un bain de foule qui reçoit de la part des Béninois résidant au Burkina Faso. Venu prendre part à ce sommet qui consacre les 20 ans de l'OADA, le président Yahi Boni situe l'importance de cette organisation en matière d'intégration. Vous savez, aujourd'hui, ça fait 17 États membres, une institution ouverte, mais c'est ce qui vient accompagner notre vision d'intégration régionale. Et vous savez, lorsqu'on parle d'intégration, vous connaissez pourquoi? Parce que, vu les défis de ce siècle, aucun de nos États ne peut relever les défis isolément. Et pourquoi nous devons continuer à accentuer cette vision qui nous rapproche, qui rapproche nos peuples, nos États, nos institutions, notre manière de voir. À la suite du président béninois, le président togolais Faure Gnassingbé vient clore le ballet des chefs d'État en ce jour. Même cérémonial devant les drapeaux et les salutations de la communauté togolaise au Burkina. De nombreuses résolutions sont attendues de cette rencontre au sommet des chefs d'État en termes de création de conditions favorables à l'économie et partant le développement. C'est la pertinence de la vision il y a 20 ans, parce que ce n'est pas normalement un espace économique, ce n'est pas un modèle d'intégration, mais c'est une organisation qui est la base du développement, parce que sans sécurité judiciaire et juridique, il n'y a pas d'investissement. Et sans investissement, il n'y a pas de développement. Que ce soit l'investissement des hommes d'affaires nationaux ou des hommes d'affaires à l'étranger.
20 ans après, nous voyons que cette organisation a été utile, elle s'est élargie, elle s'est renforcée. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les 20 prochaines années soient aussi fructueuses que ce que nous célébrons aujourd'hui. Il sera donc question pour les chefs d'État présents à Ouagadougou de tracer de nouvelles pages pour l'OHADA dans le processus d'intégration. En matière d'affaires, la France est un partenaire privilégié et elle est présente aux côtés des Africains depuis la création de l'OHADA. Et demain, elle sera représentée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui est arrivé à Ouagadougou ce soir même. Elle est interrogée par Adama Koulibaly. Reportage. Nous avons reçu à Paris récemment une délégation de l'OHADA. Elle était invitée par la Chambre des huissiers de justice. Les huissiers de justice dépendent du ministère de la Justice. Donc nous avons tenu à marquer déjà ce 20e anniversaire et à rappeler tous les actes que nous avons accomplis en accompagnement. Dès le début, la France a été présente. Elle l'a marqué par un accompagnement en termes d'expertise. Elle l'a marqué par un accompagnement en termes de mise à disposition d'experts internationaux. Elle le marque aujourd'hui encore par le détachement d'une magistrate auprès du ministère. Donc voilà, cet accompagnement, il est constant, il est bienveillant au sens d'une capacité à prendre en compte l'effort qui est accompli, la nécessité de cet effort, l'ambition qui est fixée, et donc l'intérêt réciproque à faire en sorte que cette ambition soit atteinte. Voilà, l'ouverture du sommet des chefs d'État de l'OHADA vous sera proposée en direct à partir de 9h sur les antennes de la RTB. Avant de nous quitter, quelques brèves sur l'actualité africaine. Au Mali, des manifestants exigent plus de sécurité, des meilleurs services pour les populations. En République démocratique du Congo, le M23 accuse l'armée congolaise de compromettre les négociations de paix. Et au Sénégal, Karim Wade va rester en détention pour encore 6 mois. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Excellente soirée.